Hello, bonjour, tu écoutes le dernier épisode de Travail et moi, le podcast des parcours professionnels inspirants. Aujourd'hui, tu vas entendre Marie Roussel, coach de la relation à l'argent. Aujourd'hui, je suis coach sur une thématique bien précise, la relation à l'argent. Donc, j'accompagne des entrepreneurs, ça peut être des solopreneurs, des freelances, ça peut être aussi des dirigeants avec une équipe et également des salariés. Et donc, je les accompagne à transformer leur vision de l'argent, à prendre conscience des projections qu'ils ou elles peuvent avoir sur l'argent et comment ça se traduit potentiellement en saboteur dans leur capacité à aller en générer, à en investir, pour que tous les mouvements en lien avec l'argent soient plus sereins. Je pourrais te dire que Marie a vécu 3 ans à Bali, mais cela te donnerait sans doute une fausse image de son parcours. Certes, elle a tout plaqué au pic de sa carrière au Canada pour aller s'installer à Bali, mais on est très loin des digital nomades et du glamour. Si elle part à Bali, c'est pour vivre en communauté et travailler dans une ONG environnementale. Elle y restera 3 ans avant de revenir en Europe. Tu verras, le parcours de Marie est fait de ruptures, de recommencements, et comme elle le dit elle-même, c'est ce qu'elle aime. Un épisode pour toutes celles qui se demandent comment vivre leur vie professionnelle en accord avec elles-mêmes sans céder aux injonctions. Comme d'habitude, pas de conseils prêts à consommer ou d'injonctions, mais un récit de vie professionnelle, un parcours, une histoire où puiser ce que tu veux en fait. Je suis Sarah, consultante de carrière. J'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Si cet épisode te plaît, n'oublie pas de laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et de le partager autour de toi. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Marie Roussel. Bonjour Marie, Salut Sarah. comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va très très bien, je te remercie. Alors, je vais te poser la première question que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que tu peux te présenter sans dire ce que tu fais? Intéressant. Je crois que j'ai jamais testé cet exercice. Alors voyons ce que ça donne. Je suis une femme de 41 ans. Je suis née à Paris. J'ai grandi sur une péniche. Je suis une amoureuse de la nature et une amoureuse de l'humain aussi. Donc j'ai trouvé aujourd'hui ce compromis entre l'humain, la nature et également l'aspect business, développement. Euh, voilà, est-ce que tu veux que je donne plus d'éléments? Est-ce que c'est... Non, non, je voudrais déjà, d'ores et déjà rebondir sur le fait que tu aies grandi sur une péniche, ce que j'ai découvert récemment dans un de tes posts LinkedIn. Et d'ailleurs, tu avais fait un lien entre le fait d'avoir grandi sur une péniche et certains aspects de ta vie. Et est-ce que justement tu peux nous dire si le fait d'avoir grandi sur une péniche, ça a eu un impact sur toi, et si oui, lequel? Ou est-ce que c'était complètement un truc complètement transparent pour toi quand tu étais jeune? Alors quand j'étais jeune, donc effectivement, ouais, mes parents, on habitait à Paris dans un appartement quand je suis née, et puis très vite, ils ont acheté la péniche qui était amarrée au quai de Javel au début, et ensuite ils ont eu un emplacement fixe à Saint-Maur-des-Fossés sur la Marne, et donc moi j'ai passé les 20 premières années de ma vie sur l'eau. Euh, pour moi, c'était la normalité. Je me rendais bien compte quand les petits copains, petites copines venaient sur la péniche au bateau, que c'était pour eux, pour elles, vraiment une expérience insolite. Mais pour moi, effectivement, c'était normal. Et quand les vacances venaient et qu'on partait en bateau, en croisière, pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, j'avais effectivement le luxe de me réveiller dans ma chambre, dans ma cabine, et de passer mon museau par le hublot et de découvrir un nouveau paysage. Et sans m'en rendre compte, ce que j'ai développé, c'est cette sensation d'être chez moi n'importe où. En fait, c'était cette sensation de familiarité, tout en étant dans un nouvel endroit. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais effectivement, je pense que ça m'a impacté dans ma vie d'adulte, à savoir souvent changer de lieu de vie. Souvent, enfin, l'expatriation, mais à travers différents pays, l'envie de découvrir le monde et avec le fil rouge de l'océan entre toutes mes destinations. Et donc, oui, c'est à l'âge adulte où je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, l'eau est quand même bien présente dans ta vie en fil rouge. Est-ce que finalement, de passer ces 20 premières années de ta vie sur l'eau ne t'a pas impacté? Et si, je pense que c'est évident. Et j'ai un rapport à la pierre qui est différent aussi.
le fait d'être fixe, oui, c'est pas quelque chose qui m'attire, quoi. J'aime le mouvement. Et du coup, quand vous partiez en vacances, vous partiez sur la péniche en fait. Oui, on partait avec la péniche. Alors parfois c'était parce que on devait aller en chantier et la péniche devait sortir de l'eau pour des travaux de fond, de coque. Euh, et comme on avait un bateau qui était très lourd, il fallait qu'on parte en Belgique où ils ont beaucoup plus l'habitude des gros bateaux. Et donc, ils avaient des chantiers qui étaient plus armés pour faire sortir notre péniche de l'eau. Donc, c'était un périple de partir en Belgique. Je me rappelle d'un été où on a fait une tournée avec un groupe de rock parce qu'on avait une péniche avec un pont, une terrasse assez grande qui pouvait servir de scène. Donc on naviguait le jour et le soir on faisait des concerts avec le groupe sur le pont du bateau. Donc juillet-août, c'était l'occasion pour mes parents, une fois que j'étais en vacances scolaires, voilà, de larguer les amarres et de partir à l'aventure. Tandis que le reste de l'année, pendant la période où j'étais scolarisée normalement, bah, on était amarrés et on restait à quai. Donc Mm. c'était vraiment bateau logement, contrairement à des personnes, des enfants qui ont grandi sur des bateaux de transport, où Mm. là c'est encore toute autre vie. Mm. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, alors pour rentrer un peu dans le vif du sujet, ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ton activité? Aujourd'hui, je suis coach sur une thématique bien précise, la relation à l'argent. Donc, j'accompagne des entrepreneurs, ça peut être des solopreneurs, des freelances, ça peut être aussi des dirigeants avec une équipe et également des salariés. En général, des salariés avec un side business ou bien des salariés qui sont en transition, qui réfléchissent à une reconversion. Pour le moment, c'est un tiers, un tiers, un tiers, donc c'est vraiment assez équilibré. Et donc, je les accompagne à transformer leur vision de l'argent, à prendre conscience des projections qu'ils ou elles peuvent avoir sur l'argent et comment ça se traduit potentiellement en saboteur dans leur capacité à aller en générer, à en investir, pour que tous les mouvements en lien avec l'argent soient plus sereins. Et comment est-ce que tu en es arrivé à cette activité-là? Parce que je suis bien placée pour savoir, puisque tu en as parlé sur LinkedIn, que tu as fait plein de choses différentes avant d'arriver à cette activité. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi par rapport à justement être coach spécifiquement sur le rapport à l'argent? Alors, ce qui m'amène à cette spécialité, on va dire l'étape qui précède vraiment cette spécialité, j'avais une posture de consultante plutôt que de coach. Et j'étais spécialisée sur la thématique de la négociation. Je me suis toujours bien débrouillée en négo et je pense que mon premier prof de négo, ça a été mon père qui était entrepreneur et qui montait des boîtes depuis le bateau et que j'entendais négocier en rentrant de l'école quand je faisais mes devoirs pas loin de lui. Donc j'ai toujours été plutôt bonne à négocier mon salaire, à négocier des choses et quand j'ai lu l'almanach de Naval Ravikant qui parle de la zone de génie, je me suis questionnée sur ma zone de génie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est facile pour moi, qui paraît ou qui semble compliqué pour les autres et qui fait que les gens viennent me solliciter. Et c'est là que je me suis dit, mais la négo, en fait, souvent mes amis viennent me voir pour me dire, Marie, j'ai un entretien, Marie, j'aimerais ceci, cela, comment je tourne les choses, ce serait quoi la meilleure stratégie? Et donc, quand j'ai identifié cette zone potentielle de génie, j'ai décidé de la professionnaliser en me formant à la méthode Harvard, qui est la méthode de négociation win-win, gagnant-gagnant des deux côtés. Et j'ai commencé à accompagner des personnes sur cette partie négo. Et en fait, assez rapidement, je me rends compte que, alors déjà, je commence un peu à m'ennuyer parce que je trouve ça très répétitif. C'est toujours transmettre les mêmes outils. Et je prends conscience qu'en fait, certes, on peut préparer quelqu'un à une échéance de négociation en lui apportant des outils euh, pertinents. Néanmoins, la raison pour laquelle cette personne n'a pas osé aller demander plus, par exemple, est en lien direct avec sa relation à l'argent. Donc là, je prends conscience qu'en fait, pour que les gens changent, il faut aller plus en profondeur. Et là, je fais la découverte de Christian Junot, tout est concomitant. Et je me dis, mais en fait, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est sur le rapport à l'argent. C'est en travaillant cette notion-là que les gens vont pouvoir réellement ensuite se déployer, quoi.
Hmm. Et du coup, tu t'es formée au coaching à ce moment-là? Je me suis formée au coaching avec Mounia RK, qui a lancé sa société qui s'appelle 108 milliards, qui elle-même a été formée à la fois à la méthode française avec Coach Academy et à la fois elle s'est formée avec la méthode américaine. Et donc elle se lance à son tour pour former des coachs. Et donc j'ai été formée avec elle au coaching. J'ai été formée aux neurosciences, à un cours du MIT. J'ai été formée sur la relation à l'argent par Christian Junot. Enfin, je suis allée piocher différentes formations pour créer ma boîte à outils. Ma dernière formation récente, c'est la PNL, qui vient vraiment ajouter un outil encore hyper pratico-pratique et qui amène des changements rapides. Voilà, donc je viens me former à différentes disciplines pour créer finalement l'accompagnement que j'aurais aimé recevoir quand moi, ma relation à l'argent dans ma vie est venue me chatouiller les pieds sans que je m'en rende compte. Et c'était quoi justement? C'était à quel moment? Ça s'est passé comment? Bah, justement, je disais que j'étais plutôt bonne à négocier. Donc, effectivement, j'ai négocié une bourse quand j'avais 21 ans. Je suis allée chercher de l'argent quand j'en avais pas pour réaliser mon master. Ensuite, j'ai eu un beau salaire quand je travaillais en Australie. Puis, je suis rentrée en France et j'ai décroché un poste dans une start-up, une boîte de consulting pour laquelle je suis ensuite partie au Canada développer la filiale Amérique du Nord. Je termine cette expérience dans cette boîte avec un beau salaire. J'ai des commissions sur les ventes, etc. Euh, et puis il se passe quelque chose à cette époque où je suis au Canada. Euh, c'est que la boîte de mon père, donc qui est entrepreneur, commence à être sur le déclin, mais de manière assez rapide. En fait, il y a un changement sur le marché qui fait que tout à coup son chiffre d'affaires chute. Et là, tout à coup, c'est inconscient en fait à l'époque. Mais il y a un malaise à l'intérieur de moi qui commence à naître. C'est-à-dire que moi, je génère de l'argent facilement. Tout à coup, je sais que j'en génère plus que mon père, qui lui est en train d'avoir des difficultés financières. Et donc, dans ce même temps, eh bien, je décide de quitter mon job et de partir vivre en Indonésie pour travailler pour une ONG. Alors, ça sort pas de nulle part non plus, c'est-à-dire que ça vient, c'est aussi en lien avec mon amour de la nature, avec le fait que je me prends une claque au cinéma face à un film documentaire qui s'appelle Racing Extinction, qui parle de l'extinction des espèces, et ça me touche en plein cœur, et je me dis, mais si je suis touchée comme ça, il faut absolument que je fasse quelque chose de ma vie en lien avec ça, sinon je passe à côté de mes valeurs profondes. Euh, mais ça vient aussi répondre à tout à coup forme de loyauté familiale. Et donc c'est très pratique. Tout à coup, je décide de passer du côté des gens qui font le bien, des gens qui œuvrent pour la conservation d'un écosystème ou d'une espèce. Et donc ces gens-là, on le sait, ne font pas beaucoup d'argent. Donc bah, il faut que je change de costume en fait. Il faut que je passe du monde du profit, du business avec un beau salaire à le monde des ONG où on gagne peu. Et tout à coup, bah, voilà, je fais des choix qui font que je divise mon salaire par 10, 15. J'investis dans de la crypto, alors que je connais très mal cette asset qui est, on le sait, très volatile. Enfin, il y a une forme de allez, c'est fini là, ça a assez duré, on change ouais, on change d'identité quelque part. Hmm. Et donc à ce moment-là, tu étais un peu ce qu'on pourrait qualifier sur une carrière classique au pic de ta carrière. Finalement, tu avais, un poste vraiment de dirigeante, tu avais un gros salaire. Et est-ce que pour en arriver là, c'était quelque chose dont tu avais envie? C'était un chemin qui était tout tracé? Tu avais fait des études pour t'emmener sur ce type de poste ou ça s'était fait un peu par opportunité et au fur et à mesure? Ça s'est fait, je dirais, par opportunité, parce que j'ai jamais eu de plan de carrière ou de vision de voilà le métier que je veux faire. J'ai fait des études d'économie, puis de business, de gestion d'entreprise, puis business pour être large. Mais concrètement,
en quatrième année, j'hésitais à entreprendre une spécialité plutôt marketing ou finance. J'étais bonne dans les chiffres, j'avais aussi le côté créa. Mais voilà, je voulais garder mes options ouvertes à chaque fois. Donc, j'avais plutôt un profil, on va dire, généraliste. Et quand je bosse au Canada, une casquette à la fois commerciale. Je développe le business, les affaires pour cette société à l'étranger. Et en même temps, je développe véritablement une expertise, chose que je n'ai jamais eue à l'époque, et au contact de mes collègues. Et l'expertise que je développe, c'est la réglementation des produits cosmétiques selon la réglementation européenne. Et donc, je viens apporter cette expertise aux entreprises américaines, canadiennes et australiennes pour leur permettre d'exporter en Europe leurs produits cosmétiques et de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Et donc, c'est très précis, c'est très niche, mais il y a beaucoup d'entreprises cosmétiques américaines et canadiennes qui sont intéressées par le marché européen. Et donc, je commence à me faire inviter partout, dans des salons, dans des conférences, etc. Et je commence à prendre la parole sur ce sujet-là. Et donc, je me retrouve pour la première fois de ma vie avec une expertise, moi, le profil généraliste, qui était bonne un peu dans tout, mais excellente dans rien. Tout à coup, j'ai cette étiquette-là. Et ça, c'est appréciable. Alors, ça reste en surface, c'est-à-dire que j'ai pas non plus un profil de toxicologue, écotoxicologue ou un ingénieur cosmétique ou ingénieur chimiste. Ça, c'est mes collègues qui ont ces profils-là. Mais à leur contact, je finis par développer suffisamment d'expertise pour parler, en tout cas, aux head of sales et tous les directeurs export. Et donc, oui, quand tu dis j'avais ce poste-là, j'aurais pu continuer, j'aurais pu décider de sortir, on va dire, du mode consulting où on avait, nous, beaucoup de clients. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de cas différents, des petites boîtes, des gros leaders du marché. J'aurais pu toquer à la porte de L'Oréal et dire coucou, voilà, j'aimerais intégrer votre département à la fois réglementaire, vente. Oui, ça aurait pu se faire assez facilement de rester dans ce chemin un peu tout tracé. Mais alors là, pour le coup, j'ai tiré sur la prise qui était dans le mur et j'ai vraiment changé complètement de domaine. Et je me suis retrouvée d'ailleurs avec ce sentiment d'être de nouveau à démarrer from scratch. Mais ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ma vie. C'est que j'ai tendance à me mettre dans des situations où il faut redémarrer de zéro. Mais parce que j'adore ça. Euh, voilà, je sais pas si ça répond à la question. Je crois que j'ai digressé un peu, mais Non, non, c'était très clair. Mais du coup, ce côté redémarrer à zéro, c'est finalement aussi ce que tu as fait quand tu es revenu en France et tu as lancé ton activité? Ou c'était déjà quelque chose qui était en... ah, le fait de clairement. devenir indépendante? Non, non, c'était de zéro. Alors, quand je quitte le Canada, je pars en Indonésie pour bosser pour cette ONG. Je me forme à la... Alors, je suis déjà plongeuse, mais je décide de me professionnaliser en plongée. Et je me retrouve à mi-trentaine avec des genoux début vingtaine. Et là, j'ai vraiment l'impression de retomber, tu sais, de redémarrer. Mais j'essaye de me constituer un CV le plus attractif possible pour une ONG qui bosse dans la conservation des coraux, par exemple. Et donc, je passe mes niveaux de plongée et j'ai ce sentiment de redémarrer de zéro, effectivement. Ensuite, quand je quitte l'Indonésie pour revenir en Europe, je passe pas tout de suite. Je reviens pas en France, en fait. Je passe par la case Canaries, parce que toujours ce focus océan, quand même, qui est le fil rouge. Et c'est aux Canaries que je décide de me lancer. D'abord, j'ai une période où j'envoie des CV, où je me dis, tiens, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis, ça donne rien. En fait, mon CV est complètement. C'est une mosaïque d'expériences qui n'ont pas forcément à voir entre elles. Et donc, je vois bien que les recruteurs savent pas trop comment me appréhender mon parcours, qui a je vais pas généraliser, mais il y a quand même un petit peu ce regard français de, bah, c'est pas cohérent. Là où, pour avoir vécu 6 ans au Canada, je sais que ça aurait été vu comme quelque chose de très riche. Là, tout à coup, je suis confrontée oui, des remarques du style, mais oui,
qu'est-ce que vous cherchez et qu'est-ce que c'est que toutes ces expériences et on me renvoie à mon expérience de départ euh, pour cette boîte de consulting, alors que bon, ça commence à dater et on ignore complètement le fait que j'ai bossé pour une ONG pendant 3 ans. On part du principe que parce que j'étais sous le soleil, sous les cocotiers, j'ai peut-être pas contribué ou pas appris grand-chose, alors que c'est l'une des expériences les plus riches de ma vie. Et donc, je sens bien que ça matche pas, quoi. Et en fait, je me dis, tiens, mais en fait, ce costume d'entrepreneur, cette identité que j'ai toujours rejeté parce que j'ai quand même vu mon père trimer, bosser beaucoup, euh, et ben je me dis, tiens, c'est peut-être le moment, en fait, de me lancer et de créer mon job et de faire ce que je veux quand je veux, de choisir mes clients, etc., quoi. Mm. Et qu'est-ce qui fait que tu es rentrée d'Indonésie pour revenir en Europe et que tu t'es dit, je vais chercher un job salarié dans un premier temps en tout cas? 3 ans à Bali, dans le nord-ouest, dans un Bali très traditionnel, hein, où il y a, dans le village où je suis, il y a 5 expats. On n'est pas du tout dans le Bali du sud, très touristique, avec des digital nomades dans tous les cafés. On est vraiment dans un Bali voilà, traditionnel, près du parc national, le seul de Bali. Euh, et donc, je suis vraiment en immersion pendant 3 ans. C'est pendant la période Covid, où donc l'Europe et bien d'autres pays sont au ralenti. Et nous, pas du tout. Nous, on continue de courir dans on crée un centre éducatif en 19 mois, on part d'un terrain vague où il y a des arbres et on termine avec un centre éducatif qui peut accueillir une quarantaine de personnes. Donc, nous, on n'a pas arrêté. Donc on a beaucoup, j'ai beaucoup bossé. Puis j'étais avec des fondateurs c'est leur projet de vie. C'est la notion de travail ne s'arrête pas. C'est pas, on bosse pas du lundi au vendredi. Donc ça a été quand même fatigant. Et puis l'expérience se termine par le décès d'une collègue et amie. Et donc voilà, ça vient un peu, on va dire, changer la dynamique, l'ambiance, et je sens que je suis arrivée au bout, en fait, d'un cycle. Donc on décide je décide de rentrer en Europe, mais avec l'envie de garder un lien avec l'océan, de pouvoir plonger, faire de l'apnée de manière hebdomadaire. Et là, en Europe, bah, il n'y a pas 15 000 endroits qui échappent à la saisonnalité et qui sont proches de l'océan comme ça, avec des températures agréables. C'est les Canaries, quoi. C'est le seul endroit d'Europe. Donc, on décide avec mon compagnon de l'époque, on décide de mettre le cap sur les îles Canaries et de s'installer là-bas. Mm. Et le centre éducatif que vous avez construit à Bali, quel était son objectif? L'objectif, c'était de transmettre des connaissances sur la protection de notre environnement, de notre biosphère. D'ailleurs, les fondateurs de cette ONG ont eux-mêmes participé au projet qui s'appelait Biosphère 2, qui a eu lieu au début des années 90 aux États-Unis, où ils avaient euh, placé 4 hommes et 4 femmes, 8 personnes dans une biosphère qu'ils avaient recréée pendant 2 ans, qui avait été documentée pas mal aux États-Unis. Et donc, 3 des 8 personnes ont ensuite contribué à travers cette ONG-là. Et donc, c'était les personnes avec qui je travaillais à Bali. Et donc, le centre éducatif, c'était vraiment de transmettre bah, tous les apprentissages qui avaient été faits pendant ce projet Biosphère 2. L'idée, c'était de créer un centre et d'accueillir aussi bien des enfants, des adultes voilà, des ados, on va dire, tous les âges, des écoles internationales. Donc, on a lié des partenariats avec Singapour, les États-Unis, la Chine, etc. Faire venir des écoles et puis transmettre toutes ces connaissances aux Balinais eux-mêmes. Parce que bah, il faut savoir que les Balinais vont à l'école pour apprendre la langue, les mathématiques, etc., mais n'ont pas du tout de transmission de connaissances d'un point de vue environnemental. Donc,
le pourquoi du comment quand ils ouvrent un sneakers et le papier de plastique se retrouve par terre et ne vient pas se fondre dans l'environnement comme une peau de banane, c'est pas des connaissances qui sont transmises. Et comme le plastique est arrivé très vite dans ces dans ces lieux-là, et que les connaissances n'ont pas suivi, ça peut ça n'aide pas, on va dire, à la protection environnementale. Donc l'idée, c'est ça, c'est de transmettre des connaissances sur la protection à la fois au niveau terrestre, la protection des forêts, la protection de la mangrove, et au niveau de l'océan, protection des coraux. C'était les trois focus. Forêt, mangrove, coraux, pour protéger ces écosystèmes-là. Mm. Avec une vision d'une ONG très implantée, très, très intégrée au tissu local, contrairement à des grosses machines, des grosses ONG comme Greenpeace, par exemple, qui arrivent en général avec des budgets très importants pour des périodes données et qui ensuite, quand ils repartent, malheureusement, le projet n'a pas été suffisamment intégré, adopté par les locaux. Et donc, ce qui a été mis en place en général et disparaît une fois qu'il n'y a plus de budget. Et donc là, c'est une plus petite structure qui est vraiment qui donne la main et les responsabilités aux balinais eux-mêmes, ce qui garantit, on va dire, la pérennité du projet, quoi. Mm. Et donc, du coup, après cette expérience, tu arrives aux Canaries et là, tu commences à chercher du travail, mais tu trouves pas. Donc, comment ça se passe pour toi, à la fois dans ton projet de vie, financièrement? Alors financièrement, à ce moment-là, alors déjà quand j'arrive aux Canaries, il faut le dire, je traverse une période qui est compliquée. J'ai perdu cette collègue et amie à Bali. C'est mon expérience de la mort la plus intime finalement à l'âge adulte. Donc c'est un choc. Et puis, je passe quand même d'une culture où on vit en communauté à une culture, je suis de nouveau en Europe, où chacun habite dans sa maison, se garde dans sa maison, ne connaît pas forcément ses voisins. Et ça, c'est un choc incroyable pour moi de revenir à ça. Et donc, je traverse une période compliquée quand même, où je suis plus définie par mon job. D'un point de vue identitaire, je change aussi de langue. Je suis dans un déni où je me dis que l'anglais va me suffire. L'anglais m'a toujours suffi. Et ben non, c'est la langue espagnole qui prime. Et j'ai beau l'avoir apprise au collège, c'est des souvenirs lointains. Donc, il y a bien, on va dire, un an, une première année où je décide de me foutre la paix aussi et de me dire, écoute, tu vas y aller mollo, tu vas prendre soin de toi, j'ai la chance à ce moment-là d'avoir de l'argent de côté et donc je me dis, bah, tu vas juste prendre une année d'avance sur ta retraite en fait. C'est là maintenant que tu en as besoin. J'avais pas l'énergie pour enchaîner sur une nouvelle expérience. Et puis, même si c'était le moment de quitter Bali et de quitter ce chapitre-là de vie, ça a été un déchirement. Donc, il y a eu toute une phase comme ça où j'ai pris soin de moi, j'étais au ralenti et, et donc voilà, je veillais, je commençais à être un petit peu sur LinkedIn, à voir un peu ce qui se passait. Moi, ça faisait 4 ans que j'avais pas mis les pieds sur LinkedIn, donc je découvre une autre ambiance, hein, ça avait pas mal changé. Et tout doucement, voilà, j'envoie des CV, je vois que ça prend pas, et tout doucement, la graine commence à germer de tiens, mais en fait, tu vas te lancer, en fait. C'est ça que tu vas faire. Mm. Et est-ce que quand tu étais élève, étudiante, tu as choisi tes études en te disant je suis intéressée par le business, un jour je créerai mon entreprise, ou est-ce que c'était pas du tout dans ton champ de perception à ce moment-là? Non, c'était pas dans mon champ de perception parce qu'encore une fois, comme j'avais vu mon père monter des boîtes et au début, voilà, c'était pas forcément un succès toujours au début, jusqu'au moment où il monte le projet qui va devenir la boîte qui fonctionne très très bien pour lui. Mais avant ça, il y a des chapitres où c'est pas toujours évident. Je le vois travailler beaucoup. Et donc, j'enregistre à ce moment-là que c'est quand même dur, c'est beaucoup de responsabilités. Et, euh, et donc, moi, je deviens... donc non, mes études, je les fais avec
dans l'idée que je vais être salariée dans une grande boîte, voilà, et que je vais performer en tant que salariée et que ça va être très bien comme ça. Et ce que je découvre au final, parce que au final, je bosse pas pour une grande boîte, je finis par intégrer une start-up. On est 8 quand je suis recrutée, on est une trentaine quand je la quitte. C'est que je deviens en fait un excellent numéro 2. Je pense que le fait d'avoir été le témoin du parcours de mon père, je comprends la solitude de l'entrepreneur, je vois où sont les besoins en termes de partage, d'écoute, etc. Et donc, que ce soit pour cette start-up, que ce soit à Bali dans l'équipe, je suis un très bon numéro 2 en fait. J'ai beaucoup de plaisir à être en soutien, à être un peu un genre de bras droit. Et donc, je me vois pas en fait sur le devant de la scène. Je me vois pas prendre les rênes. Et finalement, quand je me lance, c'est finalement une réponse aussi au fait que je sens bien que je matche plus avec le marché de l'emploi, avec les besoins, avec la manière. Donc c'est un peu une solution. C'est pas tant un élan, à ce moment-là, un élan du cœur de j'ai toujours rêvé de mener ma barque. Non, c'est plutôt, ok, bah, puisque je ne matche pas avec le marché et que ça semble pas, mon profil n'intéresse pas, ou en tout cas pas les projets et en même temps, moi non plus, je vois aucun projet qui me parle vraiment. C'est une solution un peu de repli à ce moment-là, de bon, bah, très bien, à ce moment-là, je vais créer mon propre chemin. Mm. Et tu as quand même fait des études qui tournaient autour du business, même si c'était pas dans l'idée de créer ton entreprise. Et est-ce que avant ça, il y a eu des moments, enfant ou ado, où tu as rêvé de boulot qui avait rien à voir avec ça? Hum, Moi, enfant, je rêvais que la Marne était turquoise, avec on pouvait voir le fond et que je mettais mon masque et que je partais l'explorer, quoi. Chose que je fais un petit peu aujourd'hui. Euh, J'avais pas de rêve. Le premier métier que j'ai voulu faire, c'était taxi. Voilà, je voulais faire taxi. Je trouvais ça génial d'emmener les gens partout, de papoter, puis de recevoir du cash à la fin. J'avais fait une ou deux courses en taxi avec mon père et je le voyais donner de l'argent en cash comme ça à la fin et je trouvais ça génial comme métier. Donc ça a été mon métier pendant longtemps, pendant que les autres voulaient être maîtresse d'école ou pompier. Moi, je voulais faire taxi driver. Et mais après, en grandissant, non, j'avais pas vraiment de vision. Encore une fois, je voulais garder les opportunités ouvertes et donc opter pour quelque chose d'assez large. Donc j'ai étudié d'abord l'économie. J'ai fait un doc d'éco avec beaucoup de statistiques, d'économie, de maths, de droit. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise de sciences de gestion. Je ne sais pas si ça existe encore, mais et donc là, c'était bah, tous les métiers de l'entreprise, donc du marketing, de la communication, RH, finance, compta. J'ai fini par me spécialiser en communication marketing. Et puis ensuite, j'ai chapeauté le tout avec un master en Australie, un M2, de relations internationales. Euh, mais sans une vision claire vraiment du métier que j'ai envie de faire à ce moment-là. Euh, ouais. Et donc, du coup, la plongée, parce que là, tu viens de dire que quand tu étais petite, tu rêvais que la Marne était turquoise et que tu pouvais plonger et voir comment ça se passait. Donc, du coup, la plongée, finalement, c'est arrivé très tôt dans ta vie, même si c'était juste une idée ou... Bah, la plongée, ça arrive sur un job d'été, en fait, pour mes 18 ans, ouais, mon premier job d'été où je pars, en fait, en Égypte pour bosser dans un club de vacances. Et donc, moi, j'ai 18 ans, donc il me place au mini-club et je m'occupe des 4-12 ans. Et là, je mets pour ma première fois la tête sous l'eau, dans une eau, effectivement, translucide. Et là, c'est incroyable, quoi. Je me prends une claque. Puis la mer Rouge, bon, c'est des couleurs. Après, j'ai plongé dans pas mal d'endroits, mais j'ai jamais revu des couleurs aussi belles, aussi fortes, quoi. Aussi contrastées. Et donc, ensuite, oui, quand je pars faire mes études en Australie, je rejoins le club de plongée de la fac et là, je démarre la plongée. Effectivement, ça me quittera jamais. C'est ce plaisir d'être sous l'eau, quoi. Et puis, bah,
voilà, je suis une enfant des années 80, le Grand Bleu, tout ça, ça s'inscrit comme des rêves, quoi. C'est vraiment un monde qui me fascine. Donc la plongée, oui, elle arrive dans mon début vingtaine. Et puis après, l'apnée, c'est que plus tard, hein. L'apnée, c'est finalement à 35 ans que je la découvre. Et là, c'est une révélation parce que j'ai plus besoin d'une bouteille d'air comprimé et je peux partir juste avec masque et palme, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte l'apnée aujourd'hui dans ta vie? Ah, ça m'apporte de la joie, de la sérénité, un mieux-être physique, mental, c'est à tout niveau, quoi. C'est un terrain de jeu pour expérimenter des outils de préparation mentale que j'utilise en coaching avec mes clients parce qu'en fait, ça s'adapte à tout. C'est un terrain de jeu pour couper de tout le reste. Hier soir, j'avais un entraînement en piscine, donc c'était du dynamique, une piscine de 20 mètres. C'est, pour moi, ouais, c'est des moments de joie pure, quoi. Et puis quand on fait une sortie en mer, là, je fais des sorties en mer une fois par semaine. C'est toujours la surprise de se demander est-ce que je vais croiser une pieuvre? Est-ce que je vais croiser une raie? Est-ce que je vais avoir la chance de croiser encore plus gros? C'est l'exploration de ce monde sous l'eau. C'est la liberté aussi. C'est une évolution dans un monde en trois dimensions, quoi. C'est je pars sous l'eau et puis ensuite je peux aller dans n'importe quelle direction. C'est magique. Hmm. Et tu disais que c'était une façon de tester des outils que tu utilises aussi en coaching, en préparation mentale. Et ça serait quel type d'outils, si tu peux en présenter juste, enfin, je sais pas, comme tu veux les présenter. Bah, c'est la visualisation, c'est-à-dire que quand je le fais moi en exploration. Donc l'exploration, c'est tout simplement, je prends une inspiration, puis je descends, puis j'explore sous un rocher, etc., pour aller partir à la rencontre des espèces qui sont là. Au câble, par contre, il y a une bouée à la surface, et puis il y a un câble qui descend à 10, 15, 20, 30, 40 mètres en fonction de la profondeur qui est disponible à cet endroit. Et là, bah, je prends le temps de me détendre à la surface et je prends le temps de visualiser ma descente. Donc je me vois et je le ressens dans mon corps, je me vois descendre, euh, prendre une grande inspi et puis palmer et descendre à 5, 10, 15, 20 mètres et rester en détente et puis me retourner et remonter tranquillement. Je visualise ça, je prépare mon cerveau à visualiser un objectif déjà atteint. Si je pars pour de la performance et que j'essaye de battre mon record, qui est pas très profond, hein, moi je suis une baby apnéiste, hein, je ne fais pas de compétition, donc je descends à 30 mètres, c'est mon maximum. Mais voilà, quand je sais que je pars pour cette profondeur-là, c'est indispensable de visualiser que je vais y arriver, que ça va bien se passer, pour que mon cerveau enregistre l'objectif comme déjà atteint et qui connaissent donc le meilleur chemin pour y arriver. Et en coaching, c'est la même chose. En fait, ça, ces outils-là, ils nous viennent du monde du sport, hein. Ils ont été implémentés par Timothy Galli dans les années 70, je crois, aux États-Unis, qui était entraîneur de l'équipe de tennis d'une grande université américaine. Et lui, il prend conscience qu'en fait, le discours intérieur que je vais avoir va avoir un impact énorme sur mes capacités sportives. Et donc, il écrit un bouquin, Le jeu intérieur du tennis, The Inner Game of Tennis, qui est maintenant devenu un bouquin de coaching euh, bah, voilà, clé. Le monde corporate aux US, à ce moment-là, s'arrache ses méthodes, parce qu'ils comprennent très très vite qu'en fait, c'est tout à fait adaptable à des objectifs corpo, des objectifs pro, perso. Et donc, l'idée, c'est d'aller tout simplement visualiser son objectif, quel qu'il soit, et d'incorporer, de vivre pleinement d'un point de vue corporel, d'un point de vue émotionnel, ce que ça va me faire d'atteindre mes objectifs. L'idée étant, je n'ai pas besoin d'atteindre mon objectif pour vivre déjà maintenant dans le présent ce que ça me ferait si je l'atteignais. Et en faisant ça, bah, le cerveau bénéficie tout de suite des émotions positives fortes et devient du coup ultra performant
à sélectionner les bons choix, les bonnes personnes, les bonnes opportunités au quotidien pour y arriver. Et est-ce que cette technique, elle est valable sur un objectif précis à court terme ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur le plus long terme avec des objectifs pas forcément aussi précis que je vais réussir par exemple cette présentation ou Ouais, c'est l'exemple qui me venait en entendant ta question. Effectivement, ça peut être utilisé pour j'ai une prise de parole dans 3 semaines. Et effectivement, ça va aider que de visualiser une prise de parole qui se passe bien, où je suis bien dans mon corps. À la fin, il y a les applaudissements, ça a plu, il y a des questions, etc. Super. Mais quand on a un objectif qui est pas si précis que ça marche aussi. C'est-à-dire que bah, moi, mon objectif, c'est de réussir ma reconversion professionnelle, mais pour le moment, je ne sais pas quoi. Je sais que j'ai envie de changer, je sais que j'arrive à un moment de ma vie où il y a un tournant. Mais pour le moment, c'est le gros point d'interrogation de ce qui se passe après. Et ben, ça marche aussi. C'est-à-dire que le comment n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment je vais me sentir quand l'objectif sera atteint. Donc, tout simplement, l'objectif, ça peut être à ce moment-là d'être euh, j'ai enfin trouvé le domaine d'activité ou le format professionnel dans lequel je serais bien et je visualise un moment où je suis bien et où je célèbre avec mes amis, par exemple, pour leur dire que j'ai trouvé ce job. Et donc déjà, je ressens les émotions associées au fait d'avoir trouvé et d'être à ma place et de me sentir bien dans ce nouveau job, même si on ne sait pas encore ce que c'est. Donc, même si c'est flou, c'est OK. Ça aide le cerveau de savoir que ça lui donne une feuille de route. Ça lui permet d'activer son GPS interne et de se dire, OK, on sait qu'on va vers ce mieux-être, déjà, rien que ça. Et le comment est pas encore là, mais ça va se définir au fil du temps. Hmm. Donc c'est voilà, c'est adaptable en fonction. Ça peut être plus ou moins proche dans le futur, ça peut être plus ou moins précis. Il y a toujours une manière d'activer ça à travers la visualisation. Hmm. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que dans ta vie, une des choses qui se répétait, c'était de redémarrer de zéro. En tout cas quasiment de zéro, même si c'est pas exactement ça. Et du coup, quels sont les autres moments, parce que tu nous as parlé de arriver à Bali en venant de ton poste au Canada, et quels sont les autres moments où tu as eu vraiment l'impression de repartir de zéro? Alors, bah, je dirais à chaque arrivée dans un nouveau lieu, déjà, il y a un redémarrage de zéro, ne serait-ce que d'un point de vue social. Bah là, je suis arrivée au Pays Basque en février. Je connais personne. Donc là, il y a ce redémarrage de zéro, certes pas professionnel, j'ai amené mon job avec moi, mais d'un point de vue social, il faut tout refaire, faut tout reconstruire, faut recréer des liens, etc. Moi, j'adore ça. Euh, l'arrivée à Bali, effectivement, ça c'est le plus prégnant parce que c'était vraiment, je changeais complètement d'identité, etc. L'arrivée au Canada, euh, j'ai amené mon job avec moi, mais je crée à ce moment-là, from scratch, la filiale Amérique du Nord d'une boîte française qui a jamais, qui a pas de bureau en dehors de la France. Donc le premier jour, j'ouvre mon ordi et je crois que j'ai tapé lancer une filiale dans Google, quoi. J'étais là, ok, je démarre par où, quoi. Donc, je dirais que le changement physique de lieu, à chaque fois, enfin, fait qu'il y a un redémarrage de zéro. Et parfois, il s'est accompagné d'un point de vue professionnel, parfois à tous les niveaux. Ça dépend. Et tout à l'heure, tu as dit que ton expérience à Bali était probablement ton expérience la plus enrichissante. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi tu considères aujourd'hui que c'était ton expérience la plus enrichissante? Bah, c'est celle qui m'a fait le plus changer de paradigme, en fait, d'un point de vue conception du monde, rapport aux autres, culture. Euh, Parce que, bon, avant ça, j'avais vécu en Australie et au Canada, qui ont beaucoup de points communs d'ailleurs, ces deux pays entre eux. Euh, mais ça reste, on va dire, une mentalité, même s'il y a beaucoup d'aspects de la mentalité qui sont très différents de la France, ça reste une mentalité, on va dire, occidentale. Et tout à coup, l'Indonésie, Bali, bah, c'est un vrai changement. Je pense que pour n'importe quel pays d'Asie, nous force à vraiment à sortir de tout ce qui est connu pour nous.
Donc ça a été très riche d'être en immersion au sein d'une culture où il y a la religion musulmane et la religion, parce que la religion musulmane est vraiment la religion de l'Indonésie prédominante, mais Bali, c'est une île qui se détache de ça. Alors il y a beaucoup de villages musulmans, mais il y a quand même ce qui est prédominant, c'est la culture hindoue. Et donc, il y a tout ça, toute cette culture-là qui se mélange, toutes les fêtes, toutes les traditions, les cérémonies. Le peuple balinais, c'est un peuple qui vit pour les cérémonies. C'est un peuple qui dépense beaucoup d'argent en offrandes à leurs dieux et qui célèbre. Il y a beaucoup, beaucoup de rites de passage tout au long de la vie. Et donc c'est la fête tout le temps, tous les quelques jours, il y a une opportunité, un prétexte pour se revêtir de ses plus beaux vêtements et pour danser, pour célébrer, etc. Donc rien que ça, moi, de vivre dans cet univers-là, c'est juste une autre manière de voir la vie, une autre manière de dire au revoir à ses morts aussi. Euh, c'est aussi une période de ma vie où je vis en communauté. Alors qu'avant ça, je pense que j'ai tendance à séparer les choses dans ma vie. Il y a le pro d'un côté, il y a le perso de l'autre, etc. Là, il y a tout qui est mélangé, quoi. Donc ça vient me challenger au début, et puis tout à coup, je me laisse faire et je vois bien qu'effectivement, bah oui, on peut. Je vis avec mes collègues, avec mes boss. On est une espèce de grande famille pour le coup. Là, oui, on prépare nos repas ensemble, on vit ensemble en communauté. Donc, euh, donc tout ce que je connais d'avant est complètement bousculé. Et, euh, et ça m'ouvre à l'amour, je pense, en fait. Ça m'ouvre à l'amour des autres. Euh, c'est vraiment un changement de valeur culturelle à tellement d'aspects. Euh, et je m'en rends compte quand je quitte, en fait. Quand je quitte Bali et que je me retrouve de nouveau en Europe, c'est là que j'ai vraiment un choc de voir, ah oui, on vit pas pareil au quotidien, mais on n'a pas la même vision de la vie, quoi. Mm. Et qu'est-ce que tu as gardé justement de cette expérience de vie communautaire et de bouleversement culturel, on va dire? Est-ce que tu penses avoir gardé des choses dans ta vie aujourd'hui? Ben, je dirais que ce que j'ai gardé, c'est un œil différent sur la vie, sur l'instant présent, sur une forme de spiritualité que j'avais pas forcément avant d'arriver à Bali, euh, sur, euh, sur la joie dans les petites choses. Euh, c'est effectivement un peuple qui, pendant le Covid, a beaucoup souffert de la fermeture de Bali. Il n'y avait plus aucun avion qui atterrissait à Bali. Il y avait plus, si on le sait, c'est une île qui vit du tourisme. Et il n'y avait plus du tout de touristes. Donc les Balinais ont fait quoi? Ils ont quitté les hôtels, ils sont retournés travailler leur terre, ils sont retournés aux choses simples. Et de les voir dans cette période-là, de voir comment dans l'adversité ils ont réussi à faire front en étant soudés, solidaires, etc. Ça m'a rappelé que qu'on a tout en nous en fait et que cette peur de manquer qu'on peut avoir nous avec des frigos pleins, des comptes en banque pleins, tout va bien, on n'a concrètement jamais manqué dans nos vies. Ça a été intéressant de voir comment eux ont géré ça. Donc oui, je me reconnecte à ça pour retrouver aussi la joie dans les petites choses. Et est-ce que tes autres expériences à l'étranger t'ont aussi laissé des choses que tu as gardées ou qui t'ont transformé ou transformé ta façon de voir les choses? Le Canada, définitivement sur le côté, je pense, même si le Canada et les États-Unis ont plein de différences, mais quand même, il y a ce dénominateur commun de le côté décomplexé face au business, face à l'argent. Ça, oui, ça a été une de beaux apprentissages par rapport à la France où il y a pas ces tabous-là, quoi. Cette facilité aussi à aller vers l'autre,
à briser la glace, à flouter les lignes entre le pro et le perso. Je trouve que les Américains ont cette capacité folle voilà, à créer du lien très vite. Alors ça, on peut taxer ça d'un peu de superficiel, mais n'empêche que très vite, ils ont cette facilité-là, et donc ça, j'espère l'avoir gardé. Ouais. Ok. Et du coup, donc ton activité aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens dans leur rapport à l'argent. Et en général, les problématiques que tes clients veulent aborder, c'est quoi? Ça ressemble à quoi leur questionnement? Alors c'est assez différent enfin, chaque histoire est bien unique. Là, la dernière cliente que j'ai signée, pour donner un exemple concret, vient de dépasser un plafond de chiffre d'affaires qu'elle avait jamais pensé possible avant. Donc elle a jamais gagné autant d'argent, et pour autant, elle a jamais été aussi stressée et aussi anxieuse. Parce que tout à coup, ça vient réveiller la peur de tout perdre, parce que tout à coup, elle a dépassé un plafond de verre sans même s'en rendre compte, elle se retrouve de l'autre côté et elle n'y était pas préparée, et ça vient réveiller des blocages mentaux, et ça vient réveiller euh, peut-être des pensées du style mais pour qui je me prends, et puis une forme de déloyauté avec une communauté qui peut-être gagne pas beaucoup d'argent. Donc là, voilà, typiquement, c'est un exemple pour illustrer que bah, l'argent c'est comme un écran de cinéma blanc sur lequel on vient projeter son film, sur lequel on vient projeter ses croyances, ses peurs, etc. Et tout à coup, bah, on se retrouve face à un comportement ou des sensations qu'on vient juger comme irrationnelles. Et elle-même, elle dit, je comprends pas. Je devrais être super contente. J'ai dépassé les 100K. Je pensais même pas en être capable. Et puis là, tout à coup, c'est là. J'ouvre mon compte en banque et c'est incroyable. Et mon comptable me dit, mais c'est super. Et moi, en fait, bah non, ce que je vis à l'intérieur, c'est juste tout l'inverse. Donc, voilà, typiquement, là, on est face à quelque chose qui peut être jugé comme irrationnel et qui, en fait, est relié à une histoire unique des choses entendues pendant l'enfance, le rapport à l'argent du père, de la mère, etc. Et le fait de mettre de la lumière là-dessus et de détricoter et de venir bah, créer de nouvelles projections sur l'argent, ça amène plus de sérénité. Euh, Évidemment, la peur de manquer, c'est quelque chose pour le coup qui va être plus répandu et plus commun aux clients que je peux avoir. La difficulté à poser des tarifs justes, à se vendre, ça je l'entends très souvent, j'arrive pas à me vendre. Ah oui, c'est normal, t'es pas à vendre, c'est tes produits et tes services qui sont à vendre. C'est parfois des petites expressions comme ça qui viennent trahir quelque chose de beaucoup plus profond. Comment poser un tarif sur soi quand on considère qu'on est en train de vendre une partie de soi? Euh, c'est des injonctions familiales. J'ai des clients voilà, il y a encore ces injonctions qui pèsent à 40, 50 ans, dépassées. Il y a toujours la petite voix de papa, de maman qui a dit qu'il fallait refaire ci, comme ça, avec des ombres, c'est-à-dire des parts de soi refoulées on s'autorise pas à incarner. On s'autorise pas à incarner la profiteuse, celle qui va profiter de son argent. Donc il y a de tout, c'est très varié. Mais si on devait catégoriser, il y a ceux qui attirent l'argent, qui en ont, et on pourrait se dire, bah ok, pour eux c'est confortable, mais en fait il y a parfois une grande souffrance avec une difficulté à en profiter, à pas savoir qu'en faire, à être rongé par la peur de tout perdre. Et puis il y a de l'autre côté la catégorie de ceux qui repoussent l'argent et qui soit ont une capacité à le générer, mais ça leur brûle les doigts et l'argent ressort aussi vite qu'il est entré. Et puis ceux qui ont du mal, pour le coup, à aller le chercher, à le générer, à le gagner avec sérénité, parce qu'il y a des projections négatives autour de l'argent qui font que bah, finalement, plus l'argent est loin, mieux je me porte, parce que l'argent est la source de tous les maux, l'argent est source d'injustice, l'argent c'est sale, les riches sont malhonnêtes, toutes ces choses qui ont pu prendre place euh, dans dans l'état d'esprit de la personne et qui font que bah, il y a une difficulté à aller le générer. Donc, on parle de plus en plus d'éducation financière et je trouve ça génial. Des livres qui sortent et qui apportent vraiment des outils, des techniques
pour être au carré avec ses finances, mais je pense que c'est vraiment important aussi de prendre conscience de toute cette partie psychologique qui vient en complément, si possible en amont. Et pour avoir discuté avec beaucoup de gestionnaires patrimoine, je sais que bah, eux se retrouvent en première ligne de ces comportements parfois irrationnels face à l'argent et sont pas forcément outillés pour faire bouger les gens dans la bonne direction ou dans la direction qui serait la meilleure d'un point de vue argent pour le faire fructuer, par exemple. Et donc, c'est important d'aller se pencher sur la partie plus émotionnelle de l'argent. On en parle très peu. On parle de KPI, de chiffre d'affaires, de rentabilité, et en fait, il y a de l'émotionnel à chaque fois rattaché à ça. Et si on ne vient pas se pencher sur cet aspect-là, on passe à côté d'un mieux-être, de plus de sérénité, de plus d'alignement aussi avec l'argent. Hmm. Et tu disais que toi, tu aimais bien redémarrer de zéro et que d'ailleurs, depuis que tu étais installé au Pays Basque, en tout cas socialement, c'était quelque chose que tu devais faire. Est-ce que à l'avenir, tu vois d'autres démarrages de zéro se profiler ou pas encore ou pas du tout? Alors là, je suis heureuse de mon lieu de vie, je me vois bien me poser pendant un certain temps ici, donc je vois pas de nouveaux déménagements en vue. Euh, D'un point de vue professionnel, je me vois pas redémarrer de zéro et changer de tout au tout pour le moment. Je me vois greffer de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais toujours en lien avec ce tronc commun de l'argent, avec voilà, créer du présentiel, etc. Maintenant, j'ai toujours en tête cette volonté de rallier les deux mondes que sont le monde du business, du profit, de l'argent, et le monde de la protection environnementale, des ONG, etc., où il y a- il peut y avoir une forme de mépris de l'argent. Il y a le capitalisme d'un côté, puis nous, on fait le bien, et donc, mais bon, plus il y a d'argent, plus il y a d'impact. Ça, c'est quand même pas négligeable. On le voit bien aujourd'hui, toutes ces fondations qui ont besoin d'aller chercher de l'argent. Donc, dans mon cœur, il y a cette envie d'aller aussi réconcilier toutes ces personnes qui font le bien sociétalement, environnementalement, pour leur permettre de décupler leur capacité à aller chercher de l'argent. Pas pour le profit, mais pour multiplier l'impact qu'ils peuvent avoir sur le terrain. J'y suis pas encore. Euh, Mais voilà, ça, je pense que ça arrivera, ça prendra place à un moment ou un autre. Donc, je vois pas de redémarrage de 0-0. Là, je vois plus des ajouts sur sur cette même thématique-là, Hmm. qui, je pense, est riche et a encore beaucoup à donner. Ok. Du coup, on arrive à la fin de cet entretien et je vais te poser la question que je pose à tout le monde pour conclure. Et si c'était à refaire? Hum. Et si c'était à refaire, à partir de quand? À Je partir te du laisse début. interpréter comme tu veux. Et si c'était à refaire, c'est intéressant. Ce qui me vient, ce qui me vient. J'ai vraiment cet amour de la nature et des animaux qui est très fort. Et je vois bien que je suis fascinée par des parcours de vie qui sont qui sortent complètement des cases et qui sont des parcours de vie à la Paul Watson, à la Jane Goodall qui a œuvré pour les chimpanzés. Et moi, ça me fascine. J'ai l'impression de retomber en enfance et de me dire, waouh, ça, c'est des vies extraordinaires, quoi. Alors, je ne sais pas si j'aurais eu l'étoffe d'être une héroïne de ce genre. Et je ne sais pas quel aurait été le meilleur chemin à prendre pour arriver à ça. Je me dis peut-être que si j'avais fait des études de vétérinaire et qu'ensuite je sais pas, lancé une fondation, je ne sais où. Mais je me dis que parfois, en prenant un autre chemin, et en tout cas le chemin que j'ai pris, pourrait m'amener au même endroit, pas avec la même casquette. Mais la preuve, quand je me retrouve à Bali au sein de cette fondation qui œuvre pour l'environnement, au début, moi, j'ai mon syndrome de l'imposteur qui s'active et qui me dit,
mais tu vas pas les intéresser en fait. Avec ton profil business, t'es pas marine biologist, t'es pas vétérinaire, t'as pas fait d'études scientifiques, donc en fait tu vas jamais pouvoir rejoindre une équipe de ce style. Et en fait, je suis la pièce manquante du puzzle, au contraire, parce que justement j'apporte ces aspects business sur lesquels ils sont pas très bons, parce que c'est pas leur chemin de vie. Euh, et donc je me retrouve finalement à rejoindre une ONG, une fondation que, je le sais, beaucoup de gens qui ont fait des études pour ça n'ont pas forcément accès parce que donc on peut se retrouver au même endroit avec un chemin différent. Donc, euh, donc voilà, je suis contente du chemin parcouru jusque-là et ouais, je sais pas si ça répond Si, à ta... si. Du coup, ce que tu décris, c'est plus une question de complémentarité finalement par rapport à ce qui s'est passé, le rôle que tu avais à Bali en fait. Ouais, ouais, complètement, Mm. complètement. Et donc qui sait, je pourrais à travers cette expertise, on va dire, sur le rapport à l'argent. Ce que j'adorerais, moi, c'est venir coacher des leaders de fondations et de projets qui me parlent vraiment en plein cœur pour les aider à multiplier leur impact. Euh, et au final, me retrouver, je sais pas moi, au Kenya, au milieu d'une fondation qui défend les éléphants. La Marie qui a pris ce chemin-là, et la Marie qui aurait pris le chemin de faire des études de veto et pour œuvrer, bah, finalement pourrait se retrouver au final au même endroit avec des parcours différents, quoi. Mm. Ouais, hyper intéressant. À suivre. Affaire à Peut-être que suivre. tu... Peut-être que ça va se manifester pour toi. Peut-être bien, peut-être bien. Ouais, ouais, c'est affaire à suivre. Mm. Ok, écoute, merci beaucoup Marie pour ton temps et pour cet échange. Avec grand, grand plaisir, Sarah. Merci beaucoup. C'était mon premier échange comme ça qui retrace un peu le parcours et c'est très riche. Merci à Ouais, toi. super intéressant, merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!